Bonjour tout le monde, Vincent Marquis, physiothérapeute pour les cliniques de physiothérapie PCN en compagnie du Dr François Marquis, chirurgien orthopédique dans la région de Québec. On se reprend ce soir ensemble pour une autre discussion sur un sujet qui nous intéresse et qui nous passionne les deux. On va discuter aujourd'hui de l'arthrose, plus spécifiquement de l'arthrose au genou. Ça avait bien fonctionné là, la première fois avec notre sujet là, de prise en charge au niveau des blessures au ligament croisé antérieur, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous ne l'avez pas vu encore. Donc, un peu comme la première fois, je vous lance quelques statistiques là, par rapport à l'arthrose du genou pour commencer. Puis après ça, ben, on va essayer de passer de A à Z un peu le sujet de l'arthrose au genou. De passer là, de qu'est-ce qu'est l'arthrose jusqu'à la prise en charge et au niveau des chirurgies, qu'on va parler un petit peu plus avec le docteur Marquis par la suite. Donc, pour commencer, quelques statistiques. L'arthrose affecte là, à peu près 4 de la population mondiale. Quand je parle là, c'est vraiment l'arthrose en général, donc pas nécessairement juste l'arthrose au niveau du genou. Il y a une étude qui est intéressante qui a été faite. Des rayons X qui ont été pris sur des genoux asymptomatiques chez une population de 60 ans et plus. Ils ont décelé qu'il y avait des signes d'arthrose chez environ 33 de la population. Donc, une personne sur trois qui n'avait pas de symptômes, qui n'avait pas de raideur, de douleur liée à des problèmes de genoux, on avait quand même un pourcentage assez élevé de gens qui avaient des signes d'arthrose. Pour ce qui est de l'arthrose au genou, chez la population là, de 45 à 65 ans, ben, on a à peu près un 25 à 30 des gens qui vont être touchés par cette problématique-là. Puis évidemment, le pourcentage va augmenter avec l'âge. On va aller chercher quasiment un 80 de gens qui vont être affectés là, chez une population de 65 ans et plus. Encore là, ça ne veut pas dire que c'est tous des gens qui sont symptomatiques. Autre statistique que j'aime bien parler ou chiffre que j'aime bien mentionner à mes patients, surtout par rapport aux hygiènes, habitudes de vie, là, une perte de 10 de poids peut amener jusqu'à une diminution de 50 de la douleur au niveau des genoux là, des gens qui souffrent d'arthrose. D'autres évidences qui sont intéressantes des fois, qui brisent certains mythes qu'on peut entendre. L'exercice modéré qui aurait été fait là, sur une période de notre vie, ça n'augmente pas l'arthrose au niveau du genou. Donc, même la course, puis il y a même des études dernièrement qui démontraient que la course pourrait même être bénéfice chez la population qui aurait fait de façon régulière et de façon bien encadrée, sans excès là, de la course durant une bonne partie de leur vie. Maintenant, peut-être juste deux petites statistiques pour finir par rapport plus à la chirurgie, à la prothèse totale du genou. Ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'il y a quand même un 10 à 34 environ des gens qui vont rester avec des douleurs résiduelles suite à une chirurgie de prothèse du genou. Donc, ce n'est pas une solution magique, ce n'est pas une solution, on ne remet pas un genou il y a 50 ans à une personne. Donc, il reste quand même certaines douleurs qui peuvent persister dans le temps. Puis peut-être le dernier chiffre, c'est que c'est la chirurgie la plus pratiquée au niveau de l'orthopédie aux États-Unis. Peut-être que le docteur Marquis pourra nous confirmer si au Québec, au Canada, c'est des chiffres qui peuvent se comparer. Ben, effectivement, là, quand on parle d'arthrose, particulièrement l'arthrose de genou, c'est une raison de consultation très, très fréquente en orthopédie, outre la traumatologie, dans le domaine de ce qu'on appelle la reconstruction articulaire. Définitivement, l'arthrose de genou, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. On a dépassé beaucoup les statistiques au niveau de la chirurgie de la hanche, beaucoup parce qu'il y a 30-40 ans, les arthroses de genou étaient vraiment populaires, mais on n'avait pas de très bonnes solutions, surtout dans le monde chirurgical à ce moment-là. Mais dans l'évolution, la prothèse et les chirurgies de genoux, tout autant les traitements conservateurs qu'on fait maintenant, nous ont donné une opportunité d'améliorer la condition de vie de bien des gens. Et donc, les gens, évidemment, consultent avec ce problème-là. Et on a une population qui vieillit, donc qui nous met dans une condition où on voit beaucoup de cette pathologie-là. Euh, donc, c'est une entité fréquente. On va discuter ensemble des modalités, des causes de l'arthrose,
les modalités des traitements, autant conservateurs, symptomatiques que chirurgicaux. Mais je pense qu'une arthrose de genou, ça amène beaucoup de problèmes au niveau de la douleur, Mhm. potentiellement, et aussi souvent, bien évidemment, des problématiques au niveau de la fonction chez ces gens-là, ce qui les amène à consulter différentes équipes qui s'occupent de ces traitements-là. Donc, les thérapeutes, les exercices qu'on peut faire éventuellement jusqu'à des traitements conservateurs, médicamenteux ou chirurgicaux. Commençons par le commencement. C'était grave de peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce que l'arthrose, donc qu'est-ce que ça fait à notre articulation, puis peut-être un peu nous parler de certaines causes là, qui peuvent amener ce genre de problème-là. Mhm. Ben, écoutez, on parle souvent, puis on se fait souvent demander, puis c'est certainement tous les gens dans le domaine de la santé se font souvent demander c'est quoi la différence entre l'arthrose et l'arthrite. Bon, typiquement, l'arthrite, on va plus parler de la maladie arthritique. La maladie arthritique, c'est plus une maladie des membranes synoviales, donc l'enveloppe du genou qui lubrifie l'articulation, qui devient malade et qui, à la longue, va amener de l'irritation dans l'articulation, briser des ligaments, briser les cartilages, donc nous amener des phénomènes dégénératifs précoces secondaires à une maladie arthritique. Nous, on va parler plus de l'aspect arthrose. L'arthrose, c'est vraiment ce qu'on appelle un problème de dégénérescence. C'est-à-dire, c'est de la perte de la qualité tissulaire. Puis dans notre cas ici, on parle du cartilage surtout. Comme bien des tissus sur notre corps, qu'on parle de peau, qu'on parle de tendons, qu'on parle d'organes internes, bien, veut pas, en vieillissant, bien, on dégénère un peu. Puis le cartilage, bien, fait partie de ces problèmes-là. Les causes sont multifactorielles. Tout le monde va essayer de mettre un doigt sur un bobo. On va parler de l'alimentation, on va parler du poids. Les gens vont parler des sports, puis j'ai travaillé debout toute ma vie. C'est multifactoriel. Une des premières causes, bien, elle est vraiment un peu génétique, c'est-à-dire qu'il y a des tendances familiales où on va voir dans certaines familles plus d'arthrose. L'âge, évidemment, va jouer un rôle parce que c'est une problématique qui arrive de plus en plus en vieillissant. Les accidents, les traumatismes, les gens qui auront eu des blessures de genoux, des fractures, des déchirures meniscales plus jeunes qui ont entraîné des pertes de ménisques qui donc entraînant de la dégénérescence plus rapide, des blessures ligamentaires qui peuvent entraîner de l'instabilité articulaire. Donc, il y a un contexte dégénératif. On a tendance à appeler ça de l'usure. Moi, j'ai un peu de misère avec le mot usure, même si on le vulgarise bien, parce que le temps fait son œuvre. On peut appeler ça de la rouille quasiment plus que de l'usure. Parce que, comme tu as dit, les coureurs, les sportifs, les gens qui ont travaillé debout une partie de leur vie ne font pas plus d'arthrose que les gens qui sont sédentaires ou les gens qui n'ont pas fait un travail très, très physique. Donc, on retient que c'est multifactoriel. Il ne faut pas s'arrêter à une cause. Il faut travailler un peu sur l'ensemble pour comprendre la situation. Puis c'est un autre point qui peut être intéressant à mentionner, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre le degré dégénératif et la douleur. Fait que souvent, certaines personnes vont arriver, puis avec de l'imagerie qui va démontrer une arthrose qui est légère, puis avec une diminution fonctionnelle puis une douleur très importante. Puis d'autres personnes vont arriver avec des rapports médicaux, puis qui vont nous montrer ça, puis on va avoir de la misère à comprendre comment ils sont capables de marcher encore avec une dégénérescence qui semble aussi importante. Donc, c'est toujours difficile justement de faire cette corrélation-là, puis d'être capable de justement bien l'expliquer aux patients qu'il n'y a aucune corrélation, puis ça se peut que ça soit très léger comme arthrose, un début d'arthrose qui amène des symptômes plus importants et vice-versa, que ça ne veut pas dire que plus ça va avancer, plus il va y avoir de douleur ou de perte de fonction. Évidemment qu'il y a quand même, les gens peuvent avoir plus tendance à avoir une perte de fonction avec une arthrose qui est plus importante. Ce qui m'amène un peu à parler justement de l'imagerie. Qu'est-ce qu'on va suggérer? Est-ce qu'on va vers l'imagerie? Qu'est-ce qu'on va suggérer comme imagerie? Puis, qu'est-ce qu'on s'attend un peu à voir sur un rapport ou sur finalement le CD de la personne qui a fait soit son rayon X ou son IRM? Bien, d'abord, il faut revenir toujours à la base. On sait que dans toute problématique musculo-squelettique, l'histoire et l'examen physique demeurent la base. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe comme douleur, à quel moment la douleur, si tu as l'activité physique, si tu es au repos. Donc, il y a une histoire qu'il faut aller chercher dans le contexte. Les antécédents par rapport au fait qu'il y a eu des blessures autres qui peuvent expliquer la condition actuelle. Ça, c'est une chose de base. Je pense que tout le monde devrait continuer à faire ça.
L'examen physique demeure aussi important parce que, je dis souvent, ce n'est pas parce que tu as mal aux genoux ou aux jambes que c'est nécessairement de l'arthrose. Les gens peuvent avoir des problèmes de circulation sanguine. L'insuffisance vasculaire peut donner des douleurs un petit peu qui vont mimer des fois des phénomènes arthrosiques, mais dans l'histoire de l'examen physique, ce n'est pas pareil. Les douleurs référées, on peut parler des douleurs qui viennent des hanches qui vont référer au niveau du genou. Tout ce qui vient du dos, hernie discale, les radiculopathies quelconques, peut amener des douleurs de référence. Donc, l'examen physique va déjà nous orienter. Si on regarde plus le genou, ben, on s'intéresse à l'axe mécanique au niveau du membre inférieur, on s'intéresse à la mobilité et à la stabilité articulaire. Une fois qu'on a une bonne idée par rapport à notre histoire examen physique, ben là, on va essayer de documenter la condition articulaire avec de l'imagerie. Puis l'imagerie de base, bon, on sait que c'est la radiographie. Puis une bonne radiographie qu'on doit toujours faire en position debout. Et ça, c'est important si jamais on voit des radiographies qui ont été demandées par quelqu'un et qu'on les interprète ou qu'on lit un rapport, il faut savoir si l'examen a été fait en position debout. Donc, pleine charge pour voir si la distance entre le condyle fémoral et le plateau tibial est amincie. Et ça va nous donner vraiment une idée sur l'épaisseur du cartilage. Donc, il y a des signes radiologiques qui sont assez évidents par rapport à l'axe du membre inférieur, l'axe du genou, la perte de l'espace articulaire, la présence d'ostéophytes, la calcification souvent augmentée au niveau des plateaux tibiales, ce qu'on appelle la sclérose chondrale. Ici, on va voir ça quand le cartilage est moins coussiné, ce qui oblige à l'os à prendre plus de pression. Donc, déjà, une radiographie va nous donner beaucoup d'indices par rapport au diagnostic d'arthrose. Bon, il y a d'autres examens. On est dans la grosse mode des résonances magnétiques. La résonance magnétique, c'est un examen particulièrement intéressant pour le monde du tissu mou. Donc, tout ce qui est méniscal, tout ce qui est ligamentaire, cartilagineux. Ce qu'il faut faire attention, c'est que lorsqu'on fait de l'arthrose, de toute évidence, ce n'est pas juste le cartilage qui dégénère. Les ménisques commencent à dégénérer. Les ligaments commencent à présenter des phénomènes inflammatoires avec de la dégénérescence. Les ligaments périphériques, tout comme les ligaments croisés. Donc, si on demande une résonance magnétique chez un patient qui a des signes d'arthrose radiologique, vous pouvez vous attendre à avoir un énorme diagnostic de plusieurs pathologies, puisqu'on va décrire toutes les structures du genou qui sont un peu dégénérées, incluant le gonflement, incluant les kystes de Baker. Ce qui fait que souvent, ben, les gens sont un peu orientés vers un diagnostic de lésion méniscale, alors que c'est une méniscopathie dégénérative dans un contexte d'arthrose. Donc, moi, ce que je résume, c'est que la radiographie, c'est l'examen de base. Soyons prudents sur l'interprétation des autres images, surtout lorsque la radiographie est déjà positive. Je pense que c'est ça, c'est important à comprendre. Puis, nous autres, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir puis qui ont tendance à vouloir essayer de faire de la pression, mais chez une population vieillissante, souvent, ça ne nous amènera pas beaucoup d'informations pertinentes, surtout s'il n'y a pas eu de traumatisme. Au contraire, des fois, ça peut amener plus un effet de panique chez les gens, justement, d'avoir une espèce de feu d'artifice dans leurs genoux. Ça peut mêler les gens, ça peut amener de la crainte puis mettre les gens beaucoup plus sur la défensive. Je rajouterais un peu là-dedans aussi, au niveau cliniquement, ben, ce qu'on peut s'attendre d'un genou qui a de l'arthrose, ben, c'est de la douleur. Fait que, cliniquement, sur notre table, un genou qui peut être douloureux, un genou qui peut avoir de l'inflammation, des petites déformations, des raideurs, fait une diminution de mobilité. On peut même avoir un peu de crépitement, de craquement dans la mobilité du genou. C'est des signes un peu physiques qu'on peut avoir. Puis comme tu disais, je pense qu'avec ces signes cliniques-là qu'on va aller chercher, plus tout l'aspect un peu de l'histoire du subjectif qu'on va récolter avant, ben, on est déjà capable de se faire une bonne idée sans nécessairement avoir à confirmer avec un rayon X qu'on a probablement quelqu'un qui a présence d'arthrose, puis que sa problématique ou ses douleurs ou ses diminutions de fonction peuvent être en lien avec ça. Je vais juste te couper 2 secondes pour compléter ça. Ce que je trouve très, très important, c'est qu'il n'y a pas de drame à annoncer à une personne qui a de l'arthrose, qui commence à faire de l'arthrose. C'est pourtant un diagnostic bien facile. On se complique la vie à chercher des diagnostics bien, bien compliqués, mais ça, c'est un diagnostic facile. Donc, vous avez de l'arthrose. Maintenant qu'on sait comment on peut aborder votre problème, comment essayer de soulager votre situation. Les dangers des imageries trop complexes, c'est qu'on va donner soit une sensation de panique parce que les gens vont voir 3 pages de pathologie dans le genou,
ou encore, des fois, une sensation de faux espoir parce qu'ils rentrent dans le bureau du docteur orthopédiste. Ils vont dire, il paraît que j'ai un ménisque déchiré, docteur, il faudrait que vous m'enleviez mon morceau de ménisque puis je vais être correct. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, tu sais, le mot arthrose, c'est un diagnostic qui est facile à faire. Ce qui devient difficile, ce qui devient un peu le challenge qu'on a tous ensemble, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette personne-là plus confortable dans son problème, plus fonctionnelle dans son problème. C'est ça qui est le challenge de toute l'équipe de thérapeutes, toute l'équipe médicale autour. Tout à fait. Puis ça fait une belle introduction sur ce que je voulais poursuivre un peu. C'est justement la partie un peu de traitement, intervention qu'on peut faire. Malheureusement, il y a beaucoup de gens encore qui se font dire, bon, tu fais de l'arthrose, il n'y a pas grand-chose à faire, apprends à vivre avec. Au contraire, je pense que dans les dernières années, j'ai un peu appris à comprendre un peu mieux l'arthrose, puis à trouver ça challengeant justement de travailler avec les gens qui ont de l'arthrose. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de solutions qui s'offrent à nous. Malheureusement, on n'a pas encore de remèdes puis de solutions miracles, mais il y a beaucoup d'analyses puis de choses sur lesquelles on peut aider les gens à justement diminuer leur douleur, augmenter leur fonction, puis augmenter l'espérance de vie de leurs genoux. Il y a beaucoup d'images dans la littérature qu'on voit un peu d'un schéma de pyramide, puis c'est un peu ce que j'aime expliquer aux gens. Dans le traitement de l'arthrose, il faut commencer par le commencement. Quelqu'un qui commence à avoir de l'arthrose légère, on ne l'enverra pas directement voir un orthopédiste pour céduler une chirurgie. Donc, dans nos traitements de base conservateurs, ce qui est important, c'est une bonne éducation. Être capable de bien d'éduquer les gens, de bien leur faire comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, puis comment un peu bien gérer cette situation-là. L'autre chose qui a été démontré aussi à avoir des effets assez positifs, c'est tout ce qui est hygiène de vie, contrôle de poids, des bonnes habitudes de vie. Fait que déjà, c'est des choses qui sont quand même assez simples à faire que les gens peuvent mettre en pratique. Puis l'autre chose aussi dans un peu cette base-là d'intervention, c'est tout ce qui a trait au... Je vais les regrouper assez large pour l'instant, mais tout ce qui est un peu exercice, activité. Il faut que les gens bougent. Les gens qui ne bougent pas, c'est souvent les gens qui vont un peu dépérir plus rapidement ou que fonctionnellement ou que les problèmes vont arriver un peu plus vite. C'est de trouver avec eux des façons de faire qui vont leur permettre de s'activer, de bouger, de stimuler leur musculature autour de leur articulation, de gagner une bonne mobilité dans leurs genoux, d'aller chercher un peu ce qu'on appelle un peu la lubrification naturelle de l'articulation du genou qui va avoir beaucoup d'effets positifs. Ça devrait être de base pour tout le monde. On passe par là. Après ça vient un peu la deuxième possibilité ou la deuxième option sur laquelle on peut travailler, tout ce qui est un peu plus au niveau médication, infiltration. Donc, un peu des thérapies qu'on peut utiliser, qui peuvent venir nous aider des fois à sortir du cercle vicieux de l'inflammation, de la douleur, pour nous permettre de mieux fonctionner avec un peu les traitements conservateurs. Puis finalement, évidemment, tu parlais de la pointe de l'iceberg que tu traites un peu plus, les patients que tu vois un peu plus. Cette pointe-là, c'est un pourcentage de gens aussi qui, des fois, n'auront pas le choix de finir avec une prothèse de genou. Question de qualité de vie, de douleur, de fonction. Puis, l'idée un peu, c'est de trouver une façon aussi de limiter un peu le nombre de personnes, puis c'est de maximiser la qualité de vie des autres avec des traitements conservateurs. Peut-être, avant de te repasser la parole, c'est au niveau exercice et activité. Je pense que ce qui est important, puis ce que j'essaie de faire de plus en plus dans ma pratique, c'est d'éviter un peu le package facile de faites ça, faites des squats, faites de la marche. C'est d'essayer d'individualiser le plus possible notre intervention, notre traitement. Je pense que l'arthrose n'affecte pas de la même façon tous les gens.
La cause de leur douleur et de leur limitation n'est pas la même pour tout le monde. Et je pense que c'est notre rôle d'être capable de bien l'identifier et de voir bon, comment on peut l'optimiser, comment on peut la corriger. C'est une raideur, une raideur articulaire, un manque de souplesse, un manque de contrôle musculaire, une faiblesse musculaire. Et après ça, une fois qu'on est capable de bien identifier ça, justement, de les adresser, ces problématiques-là, et d'être capable de bien individualiser notre intervention. Même chose avec les activités. Beaucoup de gens qui me disent, ben, là, moi, je ne pourrais plus faire ça. C'est pas vrai. Il n'y a aucune étude qui nous dit qu'il n'y a aucune activité que les gens qui font de l'arthrose ne peuvent plus faire. C'est d'être capable de bien approcher, fait que dans notre éducation, d'être capable de bien éduquer les gens dans comment faire leurs activités, de bien comprendre qu'est-ce qui est une douleur qui va être acceptable, qu'est-ce qui est une douleur qui ne sera pas normale, puis être capable, encore une fois, d'individualiser les activités qu'on va suggérer. Fait que quelqu'un qui n'aime pas faire du vélo, puis on lui dit « fais du vélo, ça va être bon pour toi », ben, s'il n'aime pas ça, il n'en fera jamais. Fait que c'est sûr que ça ne sera pas bon pour lui. Vous êtes capable d'identifier avec la personne, bon, quel genre d'activité il aime faire, puis après ça, avec l'activité, ben là, jouer un peu avec nos paramètres d'intensité et de volume. Et la douleur, à une certaine mesure, on peut l'accepter, on peut vivre avec. Beaucoup d'études qui parlent qu'une douleur entre 2 et 5 sur 10 est acceptable, en autant que ce ne soit pas une douleur qui reste plus de 24 heures. Fait de vivre dans ce genre de petite douleur-là, ben, va amener un bienfait à moyen et long terme sur l'articulation du genou. Peut-être autre chose à ajouter à tout ça. Peut-être, hygiène de vie, on en a parlé un peu. C'est sûr que tout ce qui est perte de poids, ben, ça peut avoir un effet qui est positif. Des fois, je veux faire attention. Des fois, la perte de poids a le dos large. C'est le monde qui sont juste dire ben, si tu perdais 10 livres, tu irais beaucoup mieux. C'est sûr que ça peut avoir un impact, mais il n'y a pas juste la perte de poids. Je pense que c'est vraiment une question d'hygiène globale de vie. Peut-être plus traitement conservateur. As-tu des choses à rajouter par rapport à ça? Moi, je peux juste appuyer exactement tout ce que tu viens de dire par rapport à l'hygiène de vie, l'activité, les exercices. C'est de la première ligne. C'est la ligne de base que tout le monde, médecin, thérapeute, devrait commencer à faire. Oui, il faut apprendre à vivre avec, mais il faut aussi comprendre que si on veut mieux vivre avec, il faut apprendre à contrôler notre situation. Il faut apprendre à adopter un peu notre maladie parce qu'on ne peut pas la faire disparaître complètement. Effectivement, il y a des situations où on doit rester dans le confort du patient, dans ce qu'il aime faire. Puis, je suis d'accord avec toi pour la perte de poids. C'est trop facile de dire qu'il faudrait que vous perdiez 50 livres, madame. Non, elle va taillir tout de suite, puis elle va en avoir un autre. Mais il y a de la biomécanique qui dit que tu perds 1 livre, tu viens de perdre 5 livres sur ton genou. Tu as juste à dire ça. 1 livre, c'est 5 livres de moins. Cette personne-là peut se faire dans sa tête un petit programme pour dire écoute, dans le prochain mois, si je peux perdre 3-4 livres, bien, je viens peut-être d'enlever une douzaine de livres ou une quinzaine de livres. Ils peuvent comprendre ça comme ça, mais c'est pas facile de dire à quelqu'un de perdre du poids quand ils ont de la misère à marcher, qu'ils ont de la misère à bouger. Il faut qu'ils renversent la vapeur par rapport aux exercices. Maintenant, une fois que tout est fait dans cet aspect-là, comme on a dit, bien, il y a des douleurs, il y a des symptômes. On peut les soulager. On peut les soulager avec les méthodes de base. Il y a une petite Tylenol de temps en temps, puis comme médicament, il n'y a rien de trop dangereux là-dedans. Ça peut nous aider à réussir à faire mieux nos exercices, à faire nos marches, à faire notre sortie de vélo s'il faut ou autre. Donc, ça peut aider. Puis là, je ne sais pas si tu veux aborder un peu le traitement médicamenteux, mais il y a tous les médicaments très conventionnels pharmaceutiques d'aujourd'hui, donc Tylenol, les anti-inflammatoires. Par contre, on sait que les anti-inflammatoires, on va jouer un peu la prudence compte tenu que c'est souvent une clientèle un peu plus âgée. Donc, par rapport à l'aspect digestif, l'aspect cardio-respiratoire, hypertension, il faut jouer un peu la prudence. Ce n'est pas une contre-indication absolue. Ça peut être des fois des contre-indications relatives. Puis, la plupart des médicaments qu'on peut utiliser avec ces patients-là, c'est souvent des médicaments de façon un peu temporaire, par secousse. Contrairement à certains médicaments où tu dois les prendre continuellement, bien, les médicaments pour soulager les symptômes douloureux peuvent être pris au besoin lorsque les symptômes sont plus désagréables. Donc, oui, il y a une utilité là-dedans. Puis, c'est vraiment ce qu'on appelle le contrôle de la douleur, simplement. Il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas dans l'objectif de guérir leur maladie, c'est de contrôler les symptômes et lui permettre de revenir à ce que tu as dit au départ, la base d'exercice,
rester actif pour stimuler la musculature, stimuler la proprioception, peut-être la lubrification articulaire, et en même temps, stimuler tes neurorécepteurs et stimuler un petit peu tes endorphines qui vont faire que tu vas probablement être plus tolérant à ta douleur que si tu es assis chez vous à prendre de la morphine. Tout à fait. Puis peut-être pour continuer un petit peu, tu as amorcé un peu la discussion sur un peu notre deuxième palier d'intervention, de parler un peu un petit peu de la médication. Si on parlait peut-être là, maintenant des infiltrations, ce qu'on entend beaucoup parler un petit peu plus, un peu trois catégories de produits qu'on peut infiltrer, tout ce qui est plus au niveau de la cortisone, les produits plus de viscosuppléance. Puis dernièrement, on commence à entendre un petit peu plus parler là, des infiltrations de PRP, là, de plasma riche en plaquettes. Peut-être un peu ton opinion par rapport à ça. Tu sais, je sais qu'au niveau de la littérature, évidemment, ça dépend toujours un peu de ce qu'on lit, mais ça peut être très variable là, comme résultat, dépendant des études et les effets qu'on va avoir par rapport à ça. Fait que, peut-être, oui, on peut parler un peu d'evidence-based. J'aimerais ça qu'on parle peut-être un peu aussi cliniquement aussi. Qu'est-ce qu'on a comme résultat là, quand tu fais ce type d'infiltration-là, et peut-être dans quel contexte aussi acquis. Ben, écoute, là, c'est clair que si tu cherches des évidences par rapport à tous les produits qu'on a parlé, ça va toujours être ça. Il y a des études pleines. On compare cortisone placebo, cortisone avec viscosuppléance, PRP, cortisone. Écoute, il y en a des études partout, partout. Et on manque beaucoup d'évidence. Ce qui est difficile dans ces études-là, il ne faut jamais oublier qu'on traite des symptômes. On traite beaucoup de subjectivité. C'est dur d'objectiver du cartilage, que ce soit même sur une résonance magnétique, en donnant de la cortisone ou en donnant de la viscosuppléance. Toutes sortes d'études ont dit, je pense que le cartilage est meilleur avec ça, mais c'est pas vraiment toujours des études de très haute qualité. Donc, il ne faut pas se fier juste aux études. Moi, je pense qu'on est dans une condition où on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut soulager les gens. À la base, tout ce qui est corticostéroïdes ont été des anti-inflammatoires qu'on injecte localement dans l'articulation. C'est une technique qui est facile. Je pense que n'importe quel docteur devrait être capable de faire ça. Mais c'est un produit qui devrait normalement soulager les symptômes inflammatoires. Le problème, c'est que c'est l'inflammation que tu soignes. Ce n'est pas encore l'arthrose. Tu ne régénères rien là-dedans. Il y a des gens qui ont toujours peur que peut-être qu'on va briser du cartilage. Mais s'ils rentrent dans mon bureau, il est déjà brisé le cartilage. Je pense que je vais juste essayer de contrôler l'inflammation. La durée variable, 2, 3, 4 mois, dans un contexte actuel, c'est un petit peu le défaut, si on peut parler de la cortisone, d'une durabilité du traitement de symptômes qui n'est pas très, très, très longue. Mais, et ça fait 35 ans, presque 35 ans que j'infile des genoux régulièrement, je vais vous dire que si les patients reviennent nous voir assez régulièrement, je ne peux pas croire que c'est parce qu'on ne leur fait pas de bien un peu. Là. Et on passe à l'autre étape de viscosuppléance. C'est un autre dossier complètement différent. Il y a un petit contexte anti-inflammatoire. Il y a un contexte où on essaie d'améliorer la lubrification articulaire. C'est ce qu'on appelle de l'acide hyaluronique. Donc, on essaie de restimuler la synovie de l'articulation et devenir plus efficace. Si on regarde les résultats très globaux, on va dire qu'il y a à peu près une chance sur deux que ça fasse du bien. Évidemment, plus l'arthrose est sévère, moins ça va être efficace. Une arthrose qui est plus légère, début modéré, on a des chances d'avoir un meilleur résultat. Et si ça fonctionne par rapport à la cortisone, on va avoir une durée possiblement plus longue dans la satisfaction de l'ordre de 6 à 8 mois possible. Correct? Le défaut, c'est plus cher, ça coûte des sous. Et ce qui fait que, bon, il y a des gens qui ont un petit peu de misère à se payer ce produit-là. Bon, ça peut être des produits remboursés par certaines compagnies d'assurance, par contre. Si on évolue maintenant vers les choses peut-être un peu plus récentes, plus nouvelles, qu'on parle du PRP, bien là, le plus gros des défauts du PRP, c'est qu'encore une fois, la science est vraiment très mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a des études qui disent que c'est pas pire, des études qui disent que c'est bon, des études qui disent que c'est pas si meilleur que d'autres choses. Le problème du PRP, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de standardisation dans la fabrication du PRP. Et là, je n'irai pas dans les détails très scientifiques, je ne suis pas le grand spécialiste du PRP, mais dépendant des leucocytes, de la façon que tu vas centrifuger ton produit, ce n'est pas toujours les mêmes produits. Et des fois, ça a peut-être une petite tendance commerciale. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas être utilisé, bien au contraire. C'est encore une fois, on traite des symptômes. Puis quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas une arthrose trop sévère,
qui voudraient peut-être tenter le coup d'aller un petit peu plus loin dans un traitement que j'appelle encore un peu expérimental, bon, le PRP fait partie des options qu'on peut utiliser. Défaut, manque de données scientifiques, dispendieux, non remboursable par aucune assurance pour le moment, compte tenu encore qu'on n'a pas assez de science qui pousse là-dedans. Puis, si tu veux aller un peu plus loin dans les dernières nouveautés, bon, on a le monde de la cellule souche. Mais là, encore une fois, la cellule souche est très, très, très expérimentale. Actuellement, au niveau Santé Canada, ce n'est pas permis de l'utiliser, à part d'être peut-être dans un programme d'études bien, bien, bien structuré. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler d'un produit utilisé en clinique sur une base régulière. Excellent. Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est des choses que beaucoup de gens se questionnent. Je pense que ce qu'il faut des fois faire toujours attention avec ces choses-là, c'est de faire attention pour ne pas tomber dans le panneau que c'est la solution facile et que ça va guérir. Je pense que c'est d'utiliser ces choses-là, des fois en combinaison, en combinant encore une fois toutes nos interventions un peu plus conservatrices. Je pense qu'il faut revenir tout le temps un peu à notre base, de dire OK, on n'est pas capable de vous faire faire ce qu'on veut essayer de faire en traitement conservateur. Bon, on peut-tu aider à diminuer les douleurs, les réactions inflammatoires? Puis si oui, ben on va en profiter après ça pour réinstaller un bon plan de marche, un bon plan de traitement. Après ça, d'aller corriger une mécanique qui est peut-être pas optimale, de renforcer la mobilité, d'aller rechercher des bonnes habitudes de vie. Et ultimement, c'est ça qui, à long terme, à moyen terme, qui va avoir un effet probablement beaucoup plus important que juste l'infiltration. D'autres choses que peut-être qu'on parlera peut-être un peu moins longtemps, mais tout ce qui est plus orthèse, évidemment, il y a d'autres choses qui peuvent exister pour diminuer les douleurs, augmenter la fonction, que ce soit orthèse au niveau du genou, que ça peut être des orthèses vraiment simples, souples, jusqu'à des orthèses de décharge de compartiment. Les orthèses plantaires aussi, qui peuvent donner des fois un coup de main pour essayer d'aller chercher une mécanique, un alignement articulaire un petit peu plus optimal. C'est toutes d'autres petites choses qui peuvent, à un certain moment, entrer dans l'équation. Encore une fois, dans le but de diminuer les douleurs, augmenter les fonctions. Puis encore une fois, qui vont nous ramener à avoir une bonne hygiène de vie, à être actif, à bouger. Malheureusement, on ne sauvera peut-être pas tout le monde. Il y a des gens qui vont finir avec une prothèse de genou. Fait que peut-être commencer à parler un petit peu de ça, un peu les critères chirurgicaux. Quel type de genou va finir par se faire opérer? Tu sais, nous autres, comme cliniciens, comme physiothérapeutes, peut-être un petit peu plus en première ligne, c'est beaucoup les questions qu'on se fait poser. Est-ce qu'ils arrivent avec leur rapport, puis je fais de l'arthrose modérée à sévère de mon compartiment interne? Ma belle-sœur a eu une prothèse de genou, ça l'a aidé. Est-ce qu'il faut que j'aille ça? C'est quoi un peu les critères, puis quel type de genou on va finir par opérer? En fait, il faut continuer à penser, comme on fait tout le temps, quel type de patient on doit soigner plus que quel type de genou. D'abord, il faut considérer l'individu en lui-même par rapport à son âge, son niveau de santé, ce qu'il fait dans la vie, s'il est encore un travailleur ou retraité, quels sont les objectifs qu'il veut faire avec un genou moins douloureux ou retrouver une fonction. Et ça, c'est très, très, très important parce que dans ton introduction, tu as parlé d'un certain pourcentage de gens qui pourraient être déçus des fois du résultat d'une chirurgie. Et la première raison, c'est souvent l'expectative. Les gens pensent qu'avec ça, ils vont devenir des marathoniens. Si c'est ça le cas, ils ne seront peut-être pas satisfaits de leur genou. Donc, si je reviens au niveau plus du client, pour moi, l'âge a beaucoup, beaucoup d'importance quand même. Il faut considérer qu'une prothèse de genou, c'est un remplacement des surfaces articulaires. Et si tu es capable de passer à travers du cartilage dans ta vie, tu es capable de passer à travers du métal et du plastique qu'on va mettre dans ton genou, et tu es capable de passer à travers la solidité d'une prothèse dans ton articulation. Donc, il y a une durée de vie qu'il faut considérer. Alors, si j'ai un gars de 40 ans devant moi, puis j'y mets une prothèse de genou, je ne peux pas lui promettre qu'il va faire toute sa vie avec ça. Puis il va falloir qu'il en prenne soin. Donc, quelqu'un qui est jeune, s'il y a une arthrose de genou avec un axe déformant qui peut être important, bien, peut-être qu'on peut considérer temporairement de faire simplement un réalignement de son membre, ce qu'on appelle les ostéotomies, c'est-à-dire replacer un membre mieux aligné, décharger une zone plus usée, puis charger la zone moins brisée au niveau du genou. Donc, ça, c'est une intervention
qui peut être très intéressante, qui peut aller nous chercher un 10, 12, 15 ans de satisfaction avant de considérer une prothèse. Donc, une clientèle active, sportive, relativement jeune, ça fait partie des choix chirurgicaux qu'on peut utiliser. Maintenant, si on va chez quelqu'un qui est un peu plus âgé, 55, 60 ans et plus, bien là, on va parler du monde du remplacement articulaire, c'est-à-dire la prothèse. Là, on peut remplacer, quand on parle de prothèse totale, c'est vraiment toute la surface du fémur, tibia et parfois la rotule. Et on peut parfois utiliser aussi ce qu'on appelle des demi-prothèses, ce qu'on appelle une prothèse unicompartimentale, lorsqu'on peut adhérer à un compartiment qui est usé sur une personne relativement active quand même, un axe pas trop déformé, un genou qui est quand même assez stable. Donc, il y a des critères qui vont nous permettre d'identifier quelle sorte d'intervention qu'on peut proposer au patient. Mais pour moi, c'est un patient qui a des douleurs assez régulières, des douleurs de repos, qui voit vraiment ses capacités fonctionnelles diminuer. Parce que si quelqu'un me dit, docteur, je ne suis plus capable de faire du ski dans les bosses, je vais dire, fais-toi faire ta prothèse de genou. Tu ne seras pas heureux. Tu sais, modifie ta vie, reste actif, mais il y a certaines activités sportives que tu dois modérer. Donc, c'est ça qu'il faut regarder comme il faut. Puis en même temps, ben, nous, on traite un patient avec une anesthésie, une réadaptation, les risques et complications potentielles. Ça prend des gens qui ont la santé pour passer à travers une chirurgie. De là, encore plus, l'importance de ce qu'on a dit au début dans le traitement conservateur, aider les gens à rester actifs. Ça les aide à garder une bonne santé. Je peux vous opérer des genoux très usés, très brisés, très croches, mais je ne peux pas opérer un genou pas trop usé chez une personne trop malade. C'est ça qui me limite des fois. Tu sais, c'est intéressant ce que tu viens d'ajouter. Je lisais dernièrement dans un article un peu les facteurs prédictatifs de douleur après une prothèse de genou. On avait les douleurs préopératoires, tout ce qui est peur, dépression, anxiété, puis une diminution importante de la fonction préopération. Donc, encore là, c'est tous des aspects qu'on peut essayer d'optimiser avant l'opération pour encore c'est d'optimiser, de maximiser l'outcome de cette chirurgie-là. Je rajouterais peut-être aussi dans ce que tu as mentionné, peut-être tu me corrigeras, mais reste que j'ai l'impression aussi que c'est les gens qu'on va finir par opérer, c'est aussi des gens qui auront passé aussi par le cheminement de traitement conservateur qui peut-être ne répondront plus à ça. Ça me surprendrait que ça soit la première chose à faire et la première suggestion à faire si les gens n'ont pas essayé de faire un petit peu ce qu'on parlait de notre base de pyramide initialement pour essayer de maximiser leur fonction. Ouais. Tout de suite, tu serais surpris de voir le nombre de patients qui rentrent dans un bureau d'orthopédiste qui n'ont pas du tout eu la base. Rien là. J'ai de l'arthrose, ils m'ont dit venir vous voir. On peut-tu commencer par la base? Alors, retour aux exercices, retour à une médication de base, à une ou des infiltrations de base. Oui, c'est un peu de mon ressort de m'occuper de ça, mais souvent, ça a été référé beaucoup trop vite en orthopédie avant de considérer un geste chirurgical. Il ne faut pas sauter là-dessus trop vite. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai ajouté ça. Puis un peu dans ce contexte-là, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre après une prothèse de genou? Encore une fois, c'est beaucoup de questions qu'on se fait poser de dire oui, OK, j'ai peut-être besoin de ça, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire après? Je vais pouvoir continuer à courir, je vais pouvoir faire du ski. Puis qu'est-ce que les gens peuvent penser faire après? Puis des fois, le pourquoi. C'est une question de douleur, c'est une question de protéger un peu la chirurgie. Peut-être un peu ton point de vue par rapport à ça. En fait, encore une fois, il faut répéter que ce n'est pas un genou normal, c'est un genou avec un changement de surface articulaire. Donc, c'est des surfaces métal, plastique et des prothèses qui sont fixées à l'os, soit avec ciment ou strictement fixées de façon biologique. Mais encore une fois, c'est des implants qui peuvent avoir un certain risque dans la durée de vie. Je pense que la plupart du temps, aujourd'hui, si tout va bien, on peut espérer statistiquement d'aller chercher un 15, 20 et peut-être même plus que 20 ans avec une prothèse. Mais je pense encore qu'il faut que les gens prennent soin un petit peu si on veut. On s'attend à avoir un genou beaucoup moins douloureux. Est-ce que c'est absence de douleur? Tu sais, la clientèle qui va avoir ce qu'on appelle je me rends plus compte que j'ai un genou, il n'y en a pas des tonnes. Il y a beaucoup de patients-là qui vont rester avec un petit inconfort, mais ce qu'on vit, c'est d'être mieux qu'avant.
Des fois, les gens ont tendance à nous parler de leurs petits bobos, puis quand tu leur demandes, et vous mieux, vous dites, ah mon Dieu, docteur, c'est tellement mieux. Bon, les gens insistent plus sur le petit bobo qui va rester des fois. La mobilité du genou, je ne pense pas qu'on va se remettre le talon sur les fesses avec une prothèse de genou. L'objectif, 120-125 degrés, est un bel objectif pour la majorité des activités, escalier, s'asseoir sur des fauteuils, n'importe comment, pédaler, faire des activités physiques. Au-delà de 125, à part d'être un catcheur de baseball, il n'y a pas beaucoup d'indications d'aller plus loin que ça. Mais la mobilité est très dépendante de la mobilisation préopératoire. Puis, qu'est-ce qui limite la mobilisation d'un genou? Ce n'est pas la prothèse, c'est les tissus autour de la prothèse. Quand on vit dans un contexte d'irritation chronique depuis des années, que ce soit la synoviale, la capsule articulaire qui a été inflammée longtemps, elle a tendance à cicatriser, à se raidir. Donc, on perd beaucoup de souplesse des tissus mous. Et bon, oui, c'est important de faire un bon programme de réadaptation, un bon programme de physio, mais on a une certaine limite sur ce que nos tissus mous pourront nous redonner quand on est rendu à 65-70 ans et qu'on s'est déjà enraidi pas mal. Maintenant, pour les activités, puis peut-être ajouter là-dessus, puis c'est des fois un point que les gens ont de la misère à comprendre. C'est la chirurgie, on change les surfaces articulaires, mais on ne vient pas changer les structures que tu viens de parler qui ont été atteintes, qui ont été indirectement, qui ont subi indirectement la dégénérescence articulaire. Il faut garder ça en tête qu'un genou qui est justement plié à 120, 115 avant l'opération, bon, est-ce qu'on va le faire plier à 135? Probablement pas. Fait que, quand on fixe un peu nos objectifs post-opératoires, c'est d'en être conscient et d'être capable de faire comprendre le patient aussi de ça. Et surtout, quand on revient sur le chapitre de la mobilité du genou, de la flexibilité du genou, c'est un long processus. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va se plier un genou à 125 degrés du jour au lendemain. Ce genou-là, fraîchement opéré, demeure inflammatoire très longtemps et ça peut prendre 3 à 6 mois jusqu'à 1 an avant de récupérer une mobilité adéquate sur un genou qui devient mature au niveau des tissus cicatriciels. Puis là, à l'écoute, il y aura probablement des thérapeutes, des TRP, des physiothérapeutes, des gens qui vont à domicile s'occuper des post-opératoires. Après 1 mois, là, attendez-vous pas à ce que tout soit réglé. Si vous avez un genou qui plie à 110, découragez-vous pas. Il va probablement monter à 125 plus tard. Donc, les thérapeutes qui vont à domicile, des fois, pour le premier mois, ne verront pas le résultat final. Puis des fois, les physiothérapeutes qui prennent un patient à 1 mois post-op, si vous le voyez dans vos cliniques, il est en continuité de service et de traitement. Donc, c'est quand même assez long. Un jour, on aura probablement un plafonnement dans la récupération de la mobilité. Et ça revient beaucoup à l'éducation encore, je pense, de nos patients. Puis malheureusement, tu le disais, 3, 6, 1 an de réadaptation, ça peut prendre du temps. Puis le pourcentage, le pronostic peut varier d'une personne à l'autre. Est-ce qu'on va aller chercher un 80%? Difficile à dire, mais je pense qu'il faut être patient dans ce genre de réadaptation-là. Puis même moi, des fois, dans ma pratique, j'ai tendance un peu à diminuer un petit peu, de justement pas essayer de gagner 125 degrés après 3 semaines de chirurgie. Il y a un processus cicatriciel de guérison naturelle qui se passe. On n'est pas obligé nécessairement de torturer nos patients après 3-4 semaines pour essayer de leur faire toucher le talon à la fesse. Mais je pense qu'il y a un aspect qui est éducatif qui est super important de discuter avec nos patients, de leur faire comprendre que c'est un long processus, c'est une longue réadaptation. Puis malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent qu'après 1 mois, après 2 mois, ils vont être capables de faire tout ce qu'ils veulent, puis qui ont entendu la belle-sœur de leur conjoint, qui, elle, était parfaite après 2 mois. C'est très variable d'une personne à l'autre. Puis comme tu le disais, s'il y a des gens que ça peut être long, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Méfiez-vous toujours d'un patient qui va trop bien, trop vite. Et lui qui va se mettre à reculer des fois parce qu'il va se mettre à aller un petit peu trop vite, à en faire un peu trop. Il va recommencer à inflammer son genou et il va perdre la flexibilité parfois. Maintenant, si on vient à ta question initiale par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire, je pense qu'il faut considérer que pour protéger la durée de vie de notre prothèse, pour assurer le meilleur confort le plus longtemps possible, il faut faire ce qu'on appelle une vie active mais raisonnable. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à déconseiller les activités sportives avec des impacts. Donc, la personne qui veut se remettre à la course à pied, qui veut recommencer à jouer du gros tennis, puis du soccer, puis autres, c'est peut-être moins conseillé. Il y en a qui vont jouer au tennis en double, les gens vont marcher beaucoup, ils vont faire du vélo, peuvent jouer au golf, vont faire de la danse. Le ski, c'est toujours discutable. Il va falloir que les gens, s'ils font du ski avec ça,
qui apprennent à skier de façon très prudente et peut-être moins excitée qu'autrefois. Mais bon, en général, il faut regarder que la clientèle qu'on opère, c'est moi, quelqu'un qui me demande à 75 ans, docteur, je peux-tu faire du ski? Oui, monsieur. Si le gars de 40 ans me dit, je peux-tu faire du ski? J'hésite à y en dire parce que lui, il va partir en peur. Le gars de 75 ans, il n'en fera probablement pas de toute façon. Tu sais. Fait qu'il faut rester raisonnable parce que, encore une fois, vous allez aussi traiter peut-être des gens qui auront eu des revisions de prothèses de genoux. La meilleure prothèse, c'est la première. À partir du moment où tu refais une deuxième fois une prothèse, c'est toujours plus difficile et c'est jamais des résultats aussi impressionnants qu'une première. Donc, il faut prendre soin de notre première prothèse pour espérer qu'elle dure le plus longtemps possible, puis autant que possible, ne pas avoir besoin de la faire changer un jour. Puis, je rajouterais par rapport à ça, après ça, je pense que tout ce qui est la prise en charge, après ça, de réadaptation, devient quasiment aussi importante que la chirurgie, comme n'importe quelle chirurgie. Il va y avoir une perte de force musculaire, de masse musculaire, de mobilité. Fait que cette prise en charge-là, elle est super importante, d'être capable d'accompagner les gens. J'ai parlé de l'éducation tantôt, mais c'est ça, d'aller chercher une force musculaire, parce que avec un genou artificiel, si tu n'as pas de contrôle, tu n'as pas de force, tu n'as pas de mobilité, rapidement, tu vas retomber dans des patterns de douleur, puis peut-être même des douleurs ailleurs. Des gens qui commencent à marcher trop vite, qui marchent tout croche, vont avoir mal à la hanche, vont avoir mal à l'autre genou, vont avoir mal dans le dos. D'être capable de bien encadrer puis de bien faire progresser les patients après ce genre de chirurgie qui est une chirurgie qui est majeure, puis comme tu disais, qui est faite chez une clientèle, la majorité du temps, assez âgée. Fait que déjà en perte de masse musculaire, déjà en perte de contrôle et en perte de mobilité. Donc, il faut essayer de retrouver, de remaximiser tout ça par la suite. Peut-être au niveau de l'évolution, j'aime toujours ça un peu, essayer de me projeter dans le futur. J'ai encore un jeune physiothérapeute dans ma pratique. Peut-être que dans ton cas, ça ne sera peut-être pas des techniques que tu vas utiliser. Mais y a-tu de l'évolution? Y a-tu des nouvelles techniques, des nouvelles approches, des nouveaux matériaux qui pourraient peut-être nous amener des meilleurs résultats dans un avenir court? Il y a eu une belle évolution entre, mettons, 15, 20, 25 ans, mais depuis une dizaine d'années, je ne vois pas beaucoup de changements. Bon, c'est sûr que les matériaux, il y a une certaine amélioration, particulièrement au niveau de ce qu'on appelle le polyéthylène, c'est-à-dire le plastique, qui est de façon ingénieure, de façon stérilisation, est beaucoup plus résistant à l'usure que les polyéthylènes, les plastiques qu'on utilisait il y a 20-25 ans. Ça, c'est un outil important. Au niveau des matériaux, prothèses métal, qui est souvent ce qu'on appelle du chrome cobalt, il n'y a pas grand changement là-dedans. Bon, les configurations de prothèses, toutes les compagnies de prothèses essaient de jouer sur la sphéricité, la rondeur de la prothèse en pensant qu'ils vont améliorer la mobilité. Mais je reviens souvent au principe que c'est les tissus mous qui gèrent la mobilité plus que la prothèse. Dans les surfaces, on a parlé de polyéthylène. Bon, il y a des travaux qui se font sur la céramique, sur des produits qui feraient que ça userait probablement moins. C'est un autre aspect. L'aspect le plus important aussi, c'est la technologie qui nous permet de mettre une prothèse la mieux alignée possible pour respecter l'axe mécanique dans le membre inférieur. Parce qu'une prothèse qui est mise un peu croche dans un membre, elle va faire du bien, mais elle ne durera probablement pas aussi longtemps parce que ça va travailler un petit peu trop fort sur les implants eux-mêmes. Donc, il y a la technologie qu'on utilise actuellement avec différents guides locaux. Puis il y a toute la technologie là, de type GPS qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est des prothèses qu'on peut faire sous navigation avec assistance ordinateur. On a même des robots qui commencent à assister. Il y a toutes sortes de choses qui évoluent là-dedans. Mais ça, c'est dans un contexte actuellement qui est très, très, très dispendieux et plus ou moins utilisable dans nos pratiques parce que ça coûte tellement cher. Là. On peut même faire des prothèses presque sur mesure en fonction de scans qu'on va faire sur les genoux. Donc, c'est des choses qui ont évolué en termes de technologie, mais ce n'est pas des choses qui ont démontré encore la supériorité des résultats qu'on a obtenus. Fait que je te dirais que ça avance, mais la technologie et le contexte commercial avancent plus vite que ce qu'on peut obtenir dans nos résultats cliniques. Fait que je te dirais que pour le moment, le gros standard, on est dedans. Puis je pense que ce standard-là, dans 5 puis 10 ans, on risque de le faire encore pas mal pareil. Je compléterais peut-être
un peu en faisant un wrap-up et des recommandations qui nous viennent de la Société internationale de recherche sur l'ostéoarthrite. Un peu les recommandations de traitement conservateur. Je le répète, dans un monde idéal, je pense que les gens ne veulent pas finir dans ton bureau. Si on est capable de les soulager puis d'augmenter leur fonction un peu en amont, je pense que c'est le plan A puis le but qu'on est capable d'essayer de se fixer. Fait que dans leurs recommandations, un peu pour tous, c'est des choses qu'on a déjà parlé, mais tout ce qui est exercice. Puis les exercices, c'est individualisé si possible, gestion de poids, renforcement, exercice en eau, éducation. Puis encore là, je reviens avec l'éducation. Quelqu'un qui comprend bien sa problématique, quoi faire, quoi ne pas faire, comment le faire. Il y a une prise en charge, une auto-prise en charge qui se fait bien. Puis ça aide beaucoup les gens puis à mieux vivre avec ce type de problématique-là. Je le répète, je l'ai dit au début aussi, la meilleure activité, c'est qu'on essaie de motiver les gens à bouger puis à faire des activités, mais la meilleure activité reste celle que les gens vont faire. Donc, ça, c'est important de bien communiquer avec la personne, identifier ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut faire, puis un peu aller de l'avant. Puis nous autres, c'est un peu notre travail après ça, un peu tricoter avec ça, puis de voir comment on peut réinsérer ce type d'activité-là. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir pris le temps avec moi ce soir pour discuter de ce sujet-là. Dernier mot. La greffe de cartilage dans l'arthrose, on n'est pas rendu là encore. On s'en reparlera peut-être dans 10-15 ans, mais on n'est pas rendu là encore. Fait qu'arrêtez de penser qu'on va attendre qu'on fasse de la greffe de cartilage. On est mieux de mettre du métal encore si on est pour opérer. C'est bon, merci pour cet petit ajout-là. Donc, merci d'avoir pris le temps avec moi ce soir de parler de l'arthrose. L'arthrose, surtout au niveau du genou. Je pense que c'est malheureusement une problématique qui est très présente et qui devrait l'être dans les prochaines années avec une population qui est vieillissante. Puis, tu sais, une population qui est vieillissante, mais qui veut essayer d'être de plus en plus actif. Fait qu'on a des gens vieillissants qui veulent bouger. Donc, on a un rôle super important au niveau de ce genre de problématique pour leur permettre justement d'être fonctionnels et d'être actifs le plus longtemps possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires là, au niveau du vidéo. On va essayer d'y répondre. Sinon, tout ce qui est professionnel de la santé première ligne, physiothérapeute, c'est des gens compétents qui peuvent vous aider à répondre à vos questions puis à progresser dans ce genre de problématique-là. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée.